Ouais, ben mes amis, le trip est vraiment commencé. Il fait pas chaud, c'est frais, c'est sombre un peu, nuageux, mais en même temps, on veut pas se plaindre parce que on est à Reykjavik, en Islande. La capitale de l'Islande est bien installée sur le bord de l'eau, avec une magnifique vue sur l'océan et sur les montagnes environnantes. On s'acclimate tranquillement pas vite à notre nouvel environnement, à ce nouveau pays qui sera notre terre d'accueil pour une dizaine de jours. Et puis, la meilleure façon de se mettre dans le beat, c'est de parcourir les rues de la ville, de respirer l'air pur et froid et de regarder tout autour de nous pour s'imprégner de ce nouveau pays. S'il y a une seule chose que je connaissais de l'Islande avant d'arriver ici, c'est son église principale, la Hallgrímskirkja, l'église de Hallgrímur. Je vous dirais que c'est pas mal l'emblème de la ville, parce qu'on la voit un peu partout sur des images et sur les cartes postales. Elle n'est pas très vieille, parce qu'elle a été construite de 1945 à 1986. Haute de 75 mètres, elle a été le bâtiment le plus élevé de toute l'Islande jusqu'en 2008. Son architecture nous rappelle des orgues basaltiques, volcaniques, qu'on va voir tout au long de notre aventure en Islande. Première petite pause, on est assis tranquille, ça fait du bien. Très simple, très austère. Pas de décoration, pas de couleur, mais c'est haut, c'est grand. On est à moins de 250 km du cercle polaire, ce qui en fait la capitale la plus nordique de toute la planète. Elle est aussi considérée comme la ville la plus verte du monde, en raison de tous les espaces verts qu'on y retrouve. C'est la ville la plus peuplée du pays, avec environ 130 000 habitants. Et si on ratisse un peu plus large, l'agglomération regroupe 220 000 habitants, ce qui représente quand même 2/3 de la population de tout le pays. Et pour ce qui est de la petite histoire, l'emplacement de Reykjavik se situe à l'endroit même où s'installèrent en 874 les premiers colons d'un regroupement de 302 habitants. On profite des derniers instants en ville et il faut en profiter parce que des villes, dans les prochains jours, on n'en verra pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, c'est pas grave parce que le but de notre visite, c'est pas de découvrir des villes, mais bien des paysages incomparables. Bon, fait que on part ça. Yamen. Ouais, ben là, on peut dire que c'est vraiment parti. On a quitté Reykjavik, on a roulé nos premiers kilomètres et on a déjà commencé à triper parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'il y a autour de nous. On a aussi déjà commencé à s'arrêter un peu partout parce que tout ce qu'on voit mérite un arrêt. C'est fou, sérieux. C'est tellement pur, c'est tellement vrai. Et c'est là qu'on se rend compte que, ça va vraiment être un trip de malade. All right, bon, là, on est à Guerre du Beurre. Je vous dirais que on va vous avertir tout de suite que pas mal tous les noms d'endroits qu'on va visiter ne seront probablement pas bien prononcés. Mais sérieux, ça, c'est très cool. C'est un mur complet, droit, de genre de lave qui a refroidi. Puis ça s'est défait avec les roches qui ont tombé. Donc, quand même bien. C'est notre premier arrêt officiel pour un site touristique. On n'est pas déçus. Non! Nice! Je vous disais que l'église principale à Reykjavik est inspirée des orgues basaltiques. C'est justement ce que vous voyez en ce moment. Ces majestueuses formations s'apparentant aux murs d'un château de roche et qui ont été formées par la rencontre entre la lave et la mer. Bref, tout ce qui nous entoure est juste magnifique.
Ben oui, on continue notre route entourée par l'eau et les montagnes. On aperçoit nos premières chutes et nos premiers champs de lave. Et pour ce qui est des chutes, j'aime mieux vous avertir tout de suite. Des chutes, on va en voir une puis une autre dans ce voyage-là. Parce que sans exagérer, il doit en avoir des milliers. Mais à chaque fois, ça va toujours être de toute beauté. Et là, c'est le temps de faire un arrêt, parce qu'il y a un spot vraiment beau à contempler. On se stationne sur le bord de la route principale et on longe un petit chemin en direction de Rodfeldstia, qui est en fait une crevasse étroite et profonde qui disparaît mystérieusement dans la falaise. Mais toute une falaise, parce qu'on croirait être des nains en face de ce site majestueux. En plus, il y a un petit ruisseau au fond de la gorge où l'on peut se faufiler entre les parois. On est entré dans le canyon en marchant prudemment de roche en roche, directement dans le ruisseau qui coule, et on avance. On avance dans cet environnement mystérieux. On a l'impression d'être dans une sorte de chambre secrète. C'est sombre, mais la lumière pénètre quand même par la petite fente au sommet, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de nos têtes. Et disons que c'est pas sans raison que l'emplacement figure dans les sagas islandaises. C'est tellement mythique que c'est facile de s'imaginer des histoires et de vraiment retourner dans le passé et croire en ces sagas un peu folles. Après avoir traversé des pas pires champs de lave verdoyants, c'est maintenant le temps de s'approcher sur le bord de l'eau. On peut longer les falaises sur le bord de la côte jusqu'aux colonnes de pierre de Longdrang, un cratère érodé dressé vers le ciel et qui semble sortir de nulle part. Selon les habitants, les elfes auraient transformé ces formations de lave en une église. Et là, on regarde les vagues se fracasser sur les rochers volcaniques. C'est d'une beauté sans nom ce que la nature peut faire. La mer a littéralement sculpté les falaises de lave en d'impressionnants piliers. On est en train de se promener sur une plage de sable noir, mais qui est en fait un peu plus des galets noirs que du sable. Au début, il y avait du petit sable noir fin de style volcanique, mais là, c'est des mini galets, des petites roches de toute beauté, noires, un peu brillantes, et les vagues sont intenses, sont très intenses. Là, on a le soleil en pleine face, mais... un autre beau moment sur cette île. La plage de Djupalon est une spectaculaire plage de sable noir. On peut s'y promener en contemplant les magnifiques formations rocheuses qui sortent de l'eau. Et le plus cool, c'est qu'avec la température qu'on a, le ciel est gris et nuageux. Ça ajoute vraiment à l'atmosphère inhospitalière. Il vente, il fait froid. Les vagues font un vacarme et on dirait que le soleil veut sortir de la noirceur. C'est vraiment hot. Bon, Marthe, faudrait immortaliser ton premier cratère, ton premier volcan. C'est vrai? Es-tu capable de nous dire on est où? Sniffin Sladenslit. Je pense que c'est Slakol. Ouais. Sarakon, Funtu, Pudur, Foss. Le gros NN, il est par là. L'île d'Anticosti. C'est par là. Paris. Chez personne, on l'a vu tantôt là-bas. Ouais. Le cratère de Saxol est bien situé juste en bordure de la route. C'est un cône volcanique presque parfait. Et c'est à lui qu'on doit une bonne partie de la lave qu'on voit dans la région. On a une petite montée facile à faire pour se rendre au sommet. Et de là, on a une vue superbe sur les immenses coulées de lave des alentours.
Là, ben, je vous dirais qu'on est pas mal de plus à l'ouest de l'Islande qu'on va avoir été pendant notre voyage. On est au bout de la péninsule et on s'apprête à revenir vers l'est, tout en s'arrêtant, vous l'aurez compris, à plusieurs endroits pour contempler les merveilles qui nous entourent. Des chutes. Pas mal de belles chutes. Et là, ben, on commence à penser à chercher un spot pour dormir. Le soleil commence tranquillement à descendre. Il nous reste un attrait touristique à découvrir. Puis après, ça va être le temps de se reposer un peu. Parce que disons que comme première journée, c'en était toute une. Bon, ben là, mes amis, la journée tire à sa fin. Et comme on termine une journée parfaite avec quelque chose de parfait, on est devant la montagne qui serait la plus photographiée de toute l'Islande. Là, le coucher de soleil s'en vient, fait qu'on est pressé un petit peu. Les couleurs commencent à s'en venir. Ouais, il fait très frais. Ça commence à s'assombrir. Et là, ben c'est hot. Je comprends pas pourquoi c'est si hot que ça, là. Puis il n'y a pas de grosse chute. Mais sérieux, c'est beau. D'un côté, on a les montagnes remplies de neige. On a la baie où la ville est juste là. Et puis notre montagne, elle a pas de neige encore. Ouh. Ouais, ben je viens de comprendre pourquoi c'est la plus photographiée. Il y a une petite cascade qui est vraiment pas grosse. Et de ce que je comprends, je pense que quand la noirceur est un peu tombée avec les couleurs qui sortent, c'est vraiment trop hot. Le ciel est en train de changer de couleur. La noirceur s'en vient. Et ce soir, on va voir nos premières aurores boréales. Bon matin, mes amis. Déjà une journée complète de fête. On se levait pas trop tard, mais on avait besoin de sommeil. Donc, bien installé dans notre minivan quand même au chaud, c'était très bien. Et là, ben, on a commencé notre journée en force. On est à Stikijolmur. Stikijolmur, c'est un petit port de pêcheurs, un village assez tranquille, même pas 2000 habitants. Des belles petites maisons colorées, un beau point de vue en haut d'une mini-colline. Et juste en arrière de moi, c'est le fort principal de la ville, dans le fond, qui protège l'entrée au port. Fait qu'on est monté en haut, puis ben, on repart à l'aventure. On a quand même pas mal de routes à faire aujourd'hui. Donc, pas le temps de niaiser, on part ça. Et la route continue. Et habituez-vous, hein, parce que de la route, on va en faire pas à peu près dans les 10 prochains jours. Mais c'est pas de la route ordinaire, hein, parce qu'à chaque jour, on va sembler changer de pays, changer d'univers. Pourquoi? Parce que toutes les différentes régions de l'île sont complètement contrastées les unes des autres. Alors, ben on contemple ça, les yeux grands ouverts et la mémoire prête pour garder ça en tête le plus longtemps possible. Aujourd'hui, ben, c'est l'homme qui parlait aux chevaux. Avez-vous déjà vu un cheval islandais? Ils sont un peu trapus, courts sur pattes. Je sais pas s'ils mordent. Oh! Bon, c'est assez. Il y a pas mal moins de monde qui passe ici, je vous dirais. Il est 12h30, puis à date, on a mangé une banane et un muffin à 2. Alimentation jusqu'à présent impeccable. Mais en fait, on n'a pas croisé un dépanneur depuis plus qu'1 heure. On est vraiment isolé. On est chanceux, il fait beau en plus. Bon, changement de pilote. Salut là.
C'est quand même pas pire ici. On vient d'arrêter pour une petite pause. Et c'est un site touristique où il y a des maisons typiques, les anciennes maisons traditionnelles islandaises, avec les toits. Je dirais pas que c'est des toits de chaume, parce que c'est plus de l'herbe comme ça, mais avec des tout petites entrées de couleur blanc et jaune. Puis c'est fait en terre. Quand même très cool, c'est pas gros, mais ça nous donne... on retourne dans le temps pendant un simple moment, puis on est dans une vallée entourée des montagnes, enneigées toujours. Un beau petit arrêt, ça. Très cool. Hey, c'est pas cool, ça. Hey, man, le gun, il est vert, moi. J'aime pas vraiment ça. Ouais, ben disons qu'on est tombé sur quelque chose qui se passe vraiment pas tous les jours en Islande. La chance du voyageur, le hasard de croquer des belles images sur le vif. Ouais, mais on est en train de passer un beau moment. On a un tunnel de 3 km qui vient de commencer. Et c'est un tunnel aller simple. Donc, juste une voie. Et là, on a un flatbed avec une excavatrice dedans. Donc, on peut pas le dépasser. Puis on roule à 15 km/h. Une autre aventure. Après l'arrestation qu'on a vécue live tantôt avec des guns pointés sur un suspect qui sort de son auto. Ben là, c'est ça qu'on vit. C'est ça l'Islande, hein? Plein de rebondissements, plein d'aventures, de la neige, pas de bottes, encore de la neige, la pluie, et ça. Bon matin, bon matin. Voilà, on s'est levé à 6h45. On a eu le temps de ranger un peu nos trucs, on est prêt à partir. Alors, c'est notre 3e journée officielle qui commence et ça va en être toute une. Hier, on a fait bien de la route. C'était quand même assez intense. Là. Je pense qu'on est rendu à 850 km en 2 jours. Ouais, ben c'est en train de se faire, hein? Notre première vraie chute qu'on voit. Parce qu'on en a vu des dizaines et des dizaines, mais c'est la toute première qu'on s'arrête, qu'on marche et qu'on contemple. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la chute appelée la Godafoss, qui est la chute des dieux. C'est pas la plus haute, c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus large, mais c'est une des plus spectaculaires de toute l'Islande. Et ce qui est fou, c'est comme on est dans une plaine entourée de montagnes et là, il y a eu du gel au sol, il y a un tout petit peu de neige. Fait que ça rajoute aux couleurs rouge, orange, verte. Et là, ben, il est très, très tôt. Donc, regardez ça, il y a 4-5 personnes, plus Mart et moi. On peut faire le tour des deux côtés. Let's go! Ouais, c'est maintenant officiel. On a la chute des dieux à nous autres, tout seuls. Mart est bien installé sur le petit pic rocheux pour prendre les plus belles photos de la planète. Puis moi, ben, je suis excité comme un enfant de 4 ans. Je cours partout, mais il faut quand même être prudent parce que c'est hyper glissant. Puis l'eau est comme juste là. Il faut traverser ça pour y aller. La vie est belle. My God. Et c'est le cas de le dire, hein? Parce que la chute des dieux, ben disons qu'elle se démarque vraiment des dizaines de chutes qu'on a déjà vues en 2-3 jours. Elle est bruyante, elle est bien installée et elle est remarquable à tous les points de vue. On pourrait penser qu'on l'a appelée la chute des dieux en raison de sa beauté pure. Mais c'est pas ça pantoute, hein? Parce que, pour la petite histoire, il faut savoir qu'en l'an 1000, le Parlement islandais décide d'adopter le christianisme.
En lien avec cette grande décision, le diseur de loi qui amena le changement décida, en revenant dans sa contrée, de donner l'exemple en jetant ses idoles de l'ancienne religion nordique dans cette chute. La chute des dieux a donc reçu ce nom en souvenir de cet événement. Elle est aujourd'hui une des chutes les plus célèbres de toute l'Islande, avec ses 12 mètres de hauteur et ses 30 mètres de largeur. Bref, c'est une petite merveille à contempler pendant tout le temps que vous avez. Ouais, ben quand on dit être seul au monde, à part moi... Hey Marc, j'aimerais ça que tu t'en ailles pour que je sois seul au monde, pour vrai. Tu sais que j'aime ça être tout seul dans ces moments-là. Aïe, aïe, mais non, sérieusement, c'est le fun de partager des moments comme ça. Vous le savez, habituellement, je suis pas mal... je rencontre des voyageurs pendant mes trips, mais la plupart du temps, le jour, je suis tout seul, puis c'est le soir que je rencontre du monde. Mais c'est le fun, je peux parler sans arrêt. Je peux même être fatigant, je pense. C'est vrai. Aïe, aïe. Fait qu'on continue notre petite rando de 3 km autour des cratères. Puis ça s'éclaircit, donc on est chanceux, puis la neige a diminué un peu. Ce n'est qu'un début. On continue notre chemin pour découvrir la formation de lave de Hofdi, un promontoire de lave couvert de fleurs sauvages et des arbres. Et en Islande, des arbres, on n'en voit pas souvent. Cette petite péninsule nous offre donc un des paysages les plus doux de la région, au milieu d'un territoire post-apocalyptique. Au bout de notre promenade, un beau spectacle s'offre à nous. Quand on peut admirer des piliers de lave qui sortent de l'eau, des petits îlots qui sortent de nulle part, et une eau cristalline plus qu'apaisante. Je pense qu'on s'est mérité une bonne petite bière. Parce que jusqu'à présent, je peux vous garantir qu'on n'a pas eu le temps de prendre ça tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses à voir. Puis c'est comme une course contre la montre. Une course pour découvrir le plus de choses possible pour le temps qu'on a. Sinon, il faut savoir que Mivat signifie le lac des mouches. C'est l'unique endroit habité des hautes terres de l'Islande depuis l'installation des Vikings. Et le lac, la 3e étendue d'eau naturelle du pays, reste gelé 6 mois pendant l'année. Le nom du lac vient des nuées d'insectes dont se nourrissent les canards qui peuplent le bord du lac en été. Et là, on admire tout ça, les yeux grands ouverts et la mémoire qui est prête à en prendre encore et encore. Ouais. Vous savez, le dôme volcanique qu'on voit depuis tantôt, de pas mal n'importe où on est autour du lac Midvan, on est en train de le monter. C'est quasiment un cône parfait, complètement enneigé. Puis pour faire le tour du Rim, c'est 3,2 km. Je suis pas certain qu'on va le faire parce que on a déjà marché pas mal aujourd'hui, puis on n'a pas fini encore. Mais là, juste la montée, c'est quand même pas pire, là. C'est pas super long, mais c'est quand même abrupt. Puis, that's it, là. Je vais arrêter de parler parce que je t'ai soufflé. Prochaine vue, c'est sur le contour du cratère. Yep! C'est bizarre. Il n'y a plus un brin de vent. Faut dire qu'on est camouflé là, par le dôme, mais quand même, ça s'est même réchauffé. C'est pas le top of the world, c'est pas ce qu'il y a de plus haut, mais quand même, je pense que c'est au-dessus de 400 mètres. Hverfjall, c'est le nom du cône volcanique qui domine les champs de lave des environs. C'est un imposant cratère de forme régulière qui est apparu il y a 2700 ans à l'issue d'une éruption cataclysmique. Et un autre moment mémorable à mettre dans les yeux de ma mémoire. Bon, c'est le moment de la descente. Il y a du monde qui glisse, c'est drôle.
Direction plein nord, en route pour Sigluf-Jordur, le point le plus septentrional de notre périple. Mais avant d'y arriver, on a encore pas mal d'arrêts à faire. Et parlant d'arrêts, je pense que c'est ça le plus difficile en Islande. Parce qu'en roulant, on a le goût d'arrêter partout. Et jamais on est tanné. Mais quand on a seulement une dizaine de jours, disons qu'il faut choisir ses combats. Il faut choisir judicieusement quand on décide d'arrêter. Parce que le temps est compté et des choses incroyables à prendre en photo, il y en a des milliers et des milliers. On se promène maintenant à un autre endroit, comme on en a à peu près 2000 à faire. Ça lâche pas, on est dans les fuméroles de Revir. Et là, ben, tout le monde est là-bas, mais ils viennent pas où c'est hot. Mais où... Oh man, ça sent, ça n'a pas de bon sens. Là, ici, on est direct dedans. Vous voyez le monde en arrière? Ben nous, on vient ici parce que c'est plus cool. Et puis c'est chaud en plus. Ah, c'est des coulées de boue, de l'eau chaude, de l'eau bouillante qui sort de partout. Ça sent pas très bon, mais peu importe, là, ça doit pas être toxique à ce qu'on dit. Eh bien, on s'amuse pas à peu près. Ouais, ben encore une fois, mes amis, disons qu'on se croirait sur une autre planète. Mais en même temps, c'est pas mal comme ça qu'on s'est senti tout au long de la journée. Mais là, particulièrement, avec cette fumée qui sort des entrailles de la Terre, on dirait qu'on est aux portes de l'enfer. Il se déploie ici un paysage lunaire de chaudrons de boue, de colonnes de vapeur, de dépôts minéraux et de fumerolles. Et pour comprendre ce qui se passe, ben, il faut savoir que c'est l'eau souterraine, réchauffée par le magma de la chambre magmatique du Kafla, un volcan pas trop loin, qui remonte du sous-sol chargé de minéraux et de gaz volcaniques qui se libèrent, se condensent et cristallisent quand ils arrivent en surface. La température avoisine les 80 à 100 degrés. On peut aller se promener un peu où on veut. C'est cool quand c'est des petites surprises de même. Quick stop ici et on continue. Fatigué un peu, là. La journée de hier a été terriblement intense. Et là, ben, notre spot où on s'est installé, on s'est fait avertir, puis on n'a pas eu le choix de bouger à 10h30, 10h45 hier. Donc, on est allé dans un camping. Et comme on aime ça jouer les paumés un peu, ben, on est parti du camping le plus tôt possible pour être sûr de ne pas se faire avertir et d'avoir à payer. On repart sur la route. On est assez intense. Ça lâche pas 2 secondes, mais c'est génial. C'est ça qu'il faut. Étant donné que le soleil se couche tôt, ben en fait, il se couche pas si tôt, mais si on veut avoir des longues journées, on n'a pas le choix de se lever de bonne heure et de bien profiter. Complètement seul sur la route, entouré par des montagnes enneigées. Et juste au bout, un soleil rosé qui s'élève tranquillement pas vite vers le ciel. Et nous, ben, on s'est levé très tôt pour être certain d'arriver les premiers pour découvrir Dettifoss, une des cascades les plus impressionnantes de toute l'Islande. Dettifoss, ben c'est la cascade avec le plus gros débit d'eau de toute l'Europe. C'est peut-être pas la plus haute, mais si bol que ça ramasse de l'eau. Dettifoss est haute de 45 mètres et large de 100 mètres. Elle déverse 400 mètres cubes d'eau par seconde l'été, créant un panache de gouttelettes qui est visible à plus d'1 kilomètre. On se gèle le bout du nez, on se gèle les mains, puis on se gèle pratiquement la bouche.
Mais en même temps, ça rajoute, comme je dirais, le petit feeling d'aventure. Et surtout, ça rajoute une couche de plus à l'ampleur du souvenir qui, pour longtemps, va rester dans nos mémoires. On poursuit notre marche en sautant d'une roche à l'autre, en évitant de se mouiller les pieds et en essayant d'être prudent tout en vivant le moment présent. Pour les gens un petit peu plus aventureux, disons qu'on peut longer la gorge et se promener sur les roches pour se rendre quasiment à 1 mètre de la chute. Là, on fait attention, par exemple, parce que c'est glissant. Mais il devrait faire des chemins qui se rendent ici, sinon il y a des gens un peu téméraires comme nous qui le font. Mais en même temps, on prend pas de risques inutiles. Hein? On reste prudent, là. Faut pas être niaiseux. Là. C'est le fun d'avoir des belles images, mais de là à tomber dans l'eau, ça serait pas cool. On roule maintenant en direction des fjords de l'Est. Mais avant d'y arriver, on doit traverser des paysages enneigés d'un blanc pur incomparable. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour un petit stop, mais en même temps, il faut avancer. Fait que, on continue la route et on admire ce qui nous entoure. Aïe, aïe, aïe. Sérieusement, je pense qu'en ce moment, je suis en train de vivre mon coup de cœur de la journée et probablement un de mes coups de cœur du voyage. On est arrivé vraiment dans l'est du pays. Rapidement, en 4 jours quand même. Mais là, on s'en va dans un petit village de pêcheurs qui est dans une baie, à côté sur un fjord. Donc, des deux côtés, il y a des falaises assez abruptes. Et pour se rendre jusqu'ici, il faut monter la montagne, mais c'est quand même intense. Je pense que le sommet le plus proche est de 1085 mètres. On est entouré par les montagnes, puis il y a plein de petites maisons de toutes sortes de couleurs. Il y en a des rouges, des jaunes, des bleus, comme vous voyez direct en arrière de moi. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'installer là pour dormir. Il nous reste juste à se promener un peu comme ça dans le village. Je peux toujours pas vous prononcer le nom de la ville, je m'en souviens jamais. Mais je peux vous dire que c'est toute une place. C'est-tu pas beau, hein? C'est tellement féerique. C'est tellement bucolique. Sédiche-Jordure est un petit port de pêche aux maisons colorées et niché au fond d'un fjord magnifique. C'est le port de départ vers les îles Féroé, au nord de la Grande-Bretagne, et elle a été pendant longtemps l'une des principales portes d'entrée de l'Islande au début du siècle dernier, accueillant de nombreux Norvégiens. Centre important de pêche au hareng à la fin du 19e siècle, la ville fut une importante base alliée durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on y compte moins de 1000 habitants. Mais malgré ce petit nombre, c'est une place dynamique au charme incomparable et qui vit au rythme des ferries qui amènent des touristes curieux, prêts à découvrir ce qui va avoir été pour nous une de nos villes préférées de tout le voyage. Jour 4. Ouais. Cheers. Il est vide.
faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas arrêté. Donc là, on est sorti du véhicule. Il y a encore une petite pluie, mais il faut se dégourdir les jambes un peu. Ça reste très cool, là. Très, très cool. Drôle de journée, pareil. Et celle-là, elle n'a pas été facile. Parce que sérieux, la température, ça joue sur le moral. Surtout de conduire dans la pluie, quand tu vois pas grand-chose, quand tu vois pas où tu t'en vas. Et surtout quand la distance à parcourir est quand même longue. Bref, on est vraiment brûlé aujourd'hui, même si on n'a pas fait grand-chose. Les glaciers sont là, ça commence. Ça va trop vite, trop vite. Mais là, une autre aventure qui commence. Il faut savoir qu'on vient de changer de région, parce qu'on est rendu dans le sud-est de l'Islande. Qu'est-ce qui caractérise cette région? En particulier, on y retrouve des kilomètres et des kilomètres de plages au sable gris, des fermes isolées, des montagnes escarpées, et le clou du spectacle, des landes glaciaires et des lagunes parsemées d'icebergs. Bon, ben mes amis, on termine notre journée en beauté. On est rendu dans un spot où il y a des icebergs. Derrière, il y a une calotte glaciaire. Il y a un glacier immense qui laisse dériver des petits et des gros icebergs qui descendent comme ça, puis qui sont prisonniers de la lagune juste en arrière. Il n'y a pas trop de monde, c'est cool. Hey, c'est d'un bleu limpide. On les voit dériver tranquillement. Jökulsárlón est un des joyaux de la nature islandaise. C'est une lagune glaciaire composée d'énormes blocs de glace. Et de par sa beauté, le site est un des plus connus de toute l'Islande. Avec une superficie de 18 km², une profondeur de 248 mètres, Jökulsárlón est le lac le plus profond de tout le pays. Ce qui est spectaculaire, c'est quand on apprend que les icebergs qu'on voit sont composés de glace vieille de plus de 1000 ans. Il faut aussi savoir que la formation du lac a commencé en 1934, lorsque le glacier a commencé à se retirer, laissant le lagon sur son passage. Avec la température qui se réchauffe sans cesse, le glacier fond de plus en plus et s'éloigne toujours plus vers l'intérieur des terres. Et depuis 1970, la lagune a quadruplé en grosseur. Sinon, quoi dire d'autre, à part que c'est magnifique. Vraiment magnifique. On est chanceux, on voit quand même loin aujourd'hui. On est vraiment chanceux. On est allé de l'autre côté, pas de l'autre côté, mais à l'embouchure de la lagune, où les icebergs se rendent et se font rabattre par les vagues sur une plage de sable noir. Mais c'est pas des roches noires comme on a déjà vu, c'est vraiment du sable noir très fin. Puis là, il y a des bouts de glace qui sont un peu partout, qui sont ramenés par les vagues. La mer semble être déchaînée. J'exagère un peu, mais quand même. C'est pas très tentant de s'installer ici, disons. Mais c'est original de voir les blocs de glace comme ça. Ah, 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 ah. On se promène en ce moment sur un des plus beaux sites de l'Islande. Il est appelé la plage de Diamants. Et croyez-moi, le nom est bien choisi. Parce qu'on y retrouve des blocs de glace qui ressemblent à des diamants scintillants avec les rayons du soleil qui passent au travers. Pour ce qui est de la création de cette petite merveille,
ben, ce sont les blocs de glace qui chutent dans la lagune, qui fondent lentement et qui se jettent dans la mer où les vagues de l'Atlantique les propulsent sur la plage de sable noir. La plage devient alors un miroir translucide et la glace, qui date de milliers d'années, ben, elle scintille au soleil comme des bijoux miroitants. C'est juste de toute beauté. On est de retour où on était hier. Et ce que vous voyez derrière moi, ben, c'est les magnifiques icebergs qui se promènent dans le petit lagoon ici. Et ce qui est cool, c'est que ben, c'est complètement différent d'hier. Hier, il y avait beaucoup de place entre les icebergs, puis il y avait même des zodiacs qui se promenaient un petit peu partout. Mais là, ils sont tous compactés. La marée est vers nous, puis tous les blocs de glace se fracassent un contre l'autre. Je sais pas si vous entendez un petit peu, c'est comme un bruit de vitres brisées. Et là, j'ai le soleil d'en face parce que le soleil est en train de se lever. Il est encore de bonne heure. Et tantôt, dans une heure et demie, on s'en va faire une petite excursion sur le glacier et dans le glacier, en espérant qu'il fait assez froid pour qu'on puisse visiter les grottes. Sinon, quand la glace fond, c'est un petit peu plus dangereux et c'est instable. On est chanceux. On est chanceux. Disons que ça arrive vraiment pas à tous les jours de pouvoir se promener comme ça sur un glacier. Et croyez-moi, hein, c'est toute une expérience. On se rend jusqu'ici dans un véhicule tout-terrain fabriqué spécialement pour ce genre d'aventure. Et c'est tout un tout-terrain, hein, parce qu'on roule sur la glace, on contourne des crevasses, on descend et on monte des parois quand même pas pires à pic, et on traverse même des cours d'eau qui se sont créés avec la glace qui fond. Habituellement, les tours pour les caves ouvrent uniquement en novembre et il y a à peu près 150 personnes à la fois. Là, il a fait plus froid cette année. Il y a certaines caves qui sont pas inondées. Donc, on se dirige vers une de ceux-là. Là, on est en train de marcher sur le glacier. C'est pas blanc comme on peut se l'imaginer parce qu'il y a eu de la cendre volcanique puis les éruptions ont recouvert le glacier. Donc, c'est pas d'un blanc pur, mais ça ajoute un peu au suspense. Et on est un groupe de 7 et il n'y a pas d'autres groupes. Donc, au lieu d'être des tonnes dans la cave, dans la grotte, il va y avoir juste nous autres. J'ai jamais rien vu de tel. J'ai vraiment jamais vu quelque chose du genre. De la glace de différentes couleurs et surtout de différentes formes, dont certaines sont indescriptibles. On se croirait dans un palais des glaces souterrains. Un palais d'une pureté impensable. If you just dim your torch for a second, just put your hand over your torch. Yeah. And then look in there. L'aventure de nos géologues en herbe se poursuit. Et plus on s'enfonce dans le glacier, plus le trip devient intense. On descend toujours plus bas, et le problème avec ça, c'est qu'on perd le peu de lumière naturelle qui nous reste. Mais le pire, c'est qu'il y a de plus en plus d'eau. Ça nous coule dessus de partout, et surtout, on a les pieds directs dedans. Bon, malheureusement, c'est ce qui va nous empêcher de continuer plus loin. On va devoir retourner sur nos pas sans avoir été aussi loin qu'on l'aurait espéré. Mais sérieusement, on peut vraiment pas se plaindre. Parce que juste d'être là, à ce temps-ci de l'année, c'est un cadeau en soi. J'en ai fait des grottes en Corée, aux Philippines, au Vietnam, un peu partout. Mais c'était toujours des grottes en dessous des montagnes et non pas dans un glacier. Man, c'est juste incroyable. Bon, je pourrais filmer pendant des heures, là, mais faut que je rejoigne le groupe un peu. Cheers!
C'est quand même intense, hein, pareil. On doit sortir de la grotte par une paroi relativement escarpée, sans compter l'eau qui coule et qui rend la glace encore plus glissante. Au moins, on a une corde qui nous aide un peu et qui nous évite de tomber et d'être encore plus mouillés. Rafraîchissant. Bon, on y va. Cheers. Ouais, ben c'est déjà terminé, malheureusement. Ça passe trop vite. Mais bon. On profite de nos dernières minutes sur cette immense calotte glaciaire. J'imagine que c'est pas de sitôt que je vais revoir ça. Alors je respire profondément chaque instant. Puis ben, je me dis que je suis quand même très chanceux d'avoir pu découvrir quelque chose d'aussi spécial, d'aussi spectaculaire. Le canyon de Vjadrage-Glufur est juste trop pittoresque. Puis sérieux, c'est tellement surprenant de retrouver ça ici. Ça fait des jours et des jours qu'on se promène en Islande et on en a vu des choses surprenantes. Mais d'arriver comme ça ici et de découvrir ce paysage à couper le souffle, un canyon aux formes étonnantes qui nous offre des vues grandioses. Et pour ce qui est de la petite histoire de ces formations impressionnantes, il faut savoir qu'elles sont relativement jeunes, géologiquement parlant. On doit ces paysages hors du commun à l'écoulement de l'eau et aussi à l'action combinée de la glace et de sa fonte. Il y a environ 9000 ans, les immenses glaciers qui recouvraient alors l'ensemble de l'île commencent à reculer petit à petit, laissant apparaître la terre ferme. Avec l'écoulement graduel de l'eau, voici ce qui s'est créé. Un canyon de 1300 mètres de long et haut de 100 mètres. Puis aujourd'hui, le sentier qu'il suit permet d'admirer ses profondeurs rocheuses et sinueuses. Bref, c'est un vrai petit bijou et c'est une magnifique surprise. On s'apprête tranquillement à quitter la région sud-est de l'Islande en continuant notre route toujours un peu plus vers l'ouest. On traverse l'Eldrun, qui signifie littéralement « désert de lave du feu ». C'est en fait une coulée de lave formée au cours de l'éruption du volcan Laki en 1783. Et des deux côtés de la route, des champs de lave sans fin. Et le plus cool dans tout ça, c'est que la lave est recouverte d'une belle mousse verte qui brille un peu au soleil. Sinon, faut savoir que le champ de lave recouvre 565 km². C'est juste immense. Et pour finir, on s'arrête à Lofskalavarda, un petit monticule de lave et qui serait le lieu où se trouvait la ferme Lofskala, la toute première ferme du pays à être mentionnée dans des sources historiques. Selon la coutume, tout voyageur qui passait à cet endroit pour la première fois devait y ériger un cairn, un amas artificiel de pierre, afin que son voyage soit favorable. Et nous, avec tout ça, on se retrouve à Vik pour y passer la nuit. C'est ici qu'on va passer une très, très belle soirée. Ouais, c'est le début de notre 8e journée. Déjà 8 jours en Islande. Et là, on commence notre journée avec une magnifique plage de sable noir. Avec une belle montagne, des rochers qui sortent de l'eau, un peu comme un vaisseau des films des Avengers, et des orgues basaltiques qui sont formés juste sur le bord.
I like that. Mais là, on va faire ça vite parce que Vic, c'est la ville la plus pluvieuse du pays. Donc, il pleut, il arrête, il pleut, il arrête. Puis là, on a une petite ouverture de peut-être 1 heure, 1 heure et demie. La plage de Rinishsara semble tellement sortir de nulle part qu'on a l'impression d'être sur une autre planète. Le sable noir, les fortes vagues, le vent rugissant et surtout, les formations géologiques naturelles qu'on y retrouve. Les colonnes de basalte de la montagne Rinishfal servent de toile de fond à l'océan et au sable. Des colonnes qui ressemblent à une pyramide rocheuse formée par Dame Nature. Un vrai petit chef-d'œuvre. Des escaliers pour des géants qui montent vers le ciel. Ou si vous préférez, on dit que ces roches massives sont le reste de trolls qui ne sont pas parvenus à échapper aux premières lueurs du jour. Bienvenue, mes amis, dans la cave de Yoda, la Yoda Cave. Et pourquoi elle porte ce nom-là? Ben, c'est assez simple quand je vais vous montrer l'ouverture principale de la grotte. Parce que, sans joke, ça a vraiment la forme de Yoda. Et là, on est dedans, c'est pas gros, là, c'est... je sais pas, là... la grosseur d'une maison, peut-être, là. Mais c'est quand même très bien de voir ça. Et nous, ben, c'est un petit stop. On peut monter en haut de la montagne, mais on le fera pas, là. Il pleut, il arrête, il pleut, il arrête. Tu sais, la montagne qu'on voit depuis tantôt et qui entoure Vic, ben pas qui entoure, mais qui est sur le bord de Vic, ben, on est maintenant au sommet, complètement seul, parce qu'il n'y a vraiment pas un chat ici. Et là, on est comme sur le top, c'est flat, et on voit tout, on voit le rocher percé au loin. C'est génial, le gazon jaunit un peu. Puis on est chanceux, on a eu un petit peu de pluie, mais pas plus que ça. Donc on continue à se croiser les doigts. C'est quand même un 9 km, donc une bonne petite ride, là. Ça nous dégourdit les jambes. C'est toujours tellement cool de partir en rando comme ça. Et on peut admirer les Renisdrangar, qui sont en fait des stacks ou des éperons d'érosion marine, des piliers qui, détachés du littoral par l'érosion, ont créé des petites îles. Ils semblent être sortis de nulle part et d'avoir été déposés ou lancés par des géants. Et ceux-ci sont situés juste à côté d'une magnifique plage de sable noir, classée parmi les 10 plus belles plages non tropicales dans le monde. Ce qui est quand même très spectaculaire. Une des chutes que j'attendais avec le plus d'appréhension, la fameuse Skogafoss. Une chute de 25 mètres de large, puis qui a l'air quand même assez haute. Il y a beaucoup de monde, par exemple. Là, je peux vraiment plus vous dire qu'on est tout seul. Là. On oublie ça parce qu'on est de plus en plus proche de Reykjavik. Donc, ceux qui sont au pays pour un trip de 4-5 jours, ben ça passe tout ici. Là. Skogafoss. J'aurais aimé la découvrir avec un ciel bleu et un soleil scintillant. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Mais quand même, quelle belle cascade. Elle se jette d'une falaise haute de 62 mètres et sur une largeur d'environ 25. La chute est l'une des plus célèbres et des plus visitées de tout le pays. Et c'est pas sans raison, hein? Parce qu'elle est littéralement de toute beauté. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi monter en son sommet pour admirer le déferlement de l'eau qui tombe à l'infini. Ouais, c'en est toute une, celle-là. Wouhou! Il mouille.
Ouais, ben mes amis, vos deux valeureux aventuriers commencent à être fatigués un peu. Vous avez pas idée à quel point c'est exigeant ces journées-là. On a tellement de choses à voir qu'on prend même pas le temps de manger. On mange des bars, des sandwichs, des noix, des glosettes. Là, on s'est arrêté pour se faire des ramen. Ça fait du bien. On a dîné à 4h25. Et là, depuis le début de la journée, il pleut, il arrête. Il pleut, il arrête. On est mouillé au grand complet. On est quasiment tout nu en conduisant la minivan pour se faire sécher. Nos lits sont trempés au grand complet à cause de nos sacs à dos. Les caméras sont toutes trempées. Là, on est chanceux, là. C'est déjà mieux, mais à toutes les 10 minutes, ça change. Fait que c'est pas évident. Ah. Puis il fait tout le temps froid. Ah. Faut se faire bouillir de l'eau en cachette sur le bord d'une cabane. Là, Marc a remis des pantalons parce qu'il se promenait en combine. Question de faire sécher ce qui nous reste de linge. Fait que là, derrière, ben, parce que notre journée est toujours pas finie, il s'en vient 6 heures, fait que ça s'en vient, c'est la fin. C'est Seljan Foss. Selman Jans Foss. Et ce qui est cool de celle-là, ben, c'est qu'on peut aller en arrière. Son nom, c'est Seljamans Foss. C'était pas si compliqué que ça. Mais en fait, c'est pas que c'est toujours compliqué, mais c'est que c'est dur de s'en souvenir. On voit tellement de choses, un après l'autre, que les noms, on finit par toutes les oublier. Comment mieux terminer une belle journée qu'en admirant une magnifique chute tombée d'une haute falaise de 60 mètres et derrière laquelle on peut aller se promener. Comme si on se retrouvait dans un passage secret nous menant aux cités d'art. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais disons que ça finit vraiment bien, cette journée un peu folle. Une journée remplie à fond, avec beaucoup de marches et une météo pas très facile. Bref, ben disons qu'on a mérité tout ce qu'on a pu admirer. Et c'était de toute beauté. Arriver sur les îles de Westman, c'est presque un voyage en soi. Et ça, même si on est juste à une dizaine de kilomètres des côtes sud du pays. Et sérieux, je vais vous dire ce à quoi ça me fait penser. J'ai l'impression d'être dans un film du Pirate des Caraïbes. C'est comme si on venait de passer un rideau de brouillard opaque et tout d'un coup, on voit apparaître les îles au loin. Des îles montagneuses aux contours abrupts et qui semblent complètement inaccessibles. On contourne un bout de l'île principale et juste comme ça, on voit apparaître un port de pêcheurs qui semble installé comme ça au milieu de nulle part. C'est comme si on venait de contourner un passage secret et là, ben il y a une ville bien installée qui s'offre à nous. C'est donc le temps de mettre les pieds à terre et de partir à l'aventure. C'est une autre de nos magnifiques randonnées, une de nos multiples magnifiques randonnées en Islande. On est sur l'île de Westman, une toute petite île à une dizaine de kilomètres de la terre ferme. Et là, ben, on a décidé de monter un cratère qui était en éruption en 1973 et qui a grossi l'île de 20%. Et là, on est direct au sommet, à un peu plus de 200 mètres. C'est, ben, comme un peu à tous les jours, c'est un autre coup de cœur. Puis, on a une belle journée en plus. Il fait beau, il y a du soleil. Puis, il y a un autre cône volcanique qui est juste devant moi. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai les pieds qui pendent dans le cratère. Ce qui est une première, je vous dirais, c'est assez rare que je fais ça, mais c'est quand même sécuritaire malgré ce qu'on peut en penser. C'est une autre randonnée familiale, ça, Marc. Il est où mon pied?
Ah, il est là, mon pied. Bon, c'est assez. Nous autres, on a d'autres choses à faire. Les îles Westman sont un archipel situé dans l'océan Atlantique au sud-ouest de l'Islande. Toutes les îles sont inhabitées, sauf la plus grande qui porte le nom de Heimaey et qui est peuplée d'un peu plus de 4000 habitants. Vous comprendrez facilement que l'activité principale des travailleurs de l'île est la pêche. Sinon, si on veut un peu mieux comprendre où on est, il faut savoir que les îles Westman, comme le reste de l'Islande, sont toutes d'origine volcanique. L'immersion de ces cratères qui ont formé les différentes îles aurait débuté il y a 10 000 à 20 000 ans. Ils ont été créés par des éruptions volcaniques quand le magma a été expulsé par les chambres magmatiques. Et en refroidissant, et voilà, les îles sont apparues. L'île sur laquelle on est a été formée par plusieurs éruptions volcaniques. L'une d'entre elles donna naissance à l'Helgafell. La projection de lave a constitué le cône actuel par lequel se sont échappées des coulées de lave qui ont connecté entre elles des petites îles, formant l'île principale qu'on retrouve aujourd'hui. Le volcan Elfell, quant à lui, qui signifie littéralement « montagne de feu », date de la dernière éruption sur l'île en 1973. Pendant 5 mois, plusieurs coulées de lave et projections de scories ont agrandi l'île de 2,3 km². Et ça a menacé de boucher l'entrée de la baie qui sert de port naturel. Malgré la destruction de presque 400 maisons, et en raison de l'évacuation de la totalité de la population de l'île dès les premières heures de l'éruption, seule une victime fut à déplorer. Et aujourd'hui, grâce à cette éruption, on peut admirer un volcan d'une couleur brun-rouge de toute beauté. Ouais, ben cette île-là, on l'aura parcouru de fond en comble. On n'est juste pas allé complètement au nord, là, mais on a fait les cônes volcaniques, la montagne à côté, et là, moi, je suis brûlé. Là, on a un beau gros soleil, ça fait du bien. Demain, jour 10, et il y a 11 jours à ce voyage-là, donc ça tire tranquillement à sa fin. Déjà. Mais en même temps, c'est intense. Je pense qu'on va avoir besoin, les deux, d'un break. De bien manger, d'être au chaud, d'être au sec. De prendre une douche plus souvent qu'aux 3 jours. Et de dormir au sec, encore une fois, parce que la nuit passée, c'était mouillé pas mal. Mais c'est pas fini, hein? Il en reste encore. Il en reste encore. Petit dernier stop. Dernier arrêt de la journée pour les grands aventuriers. Et dernier stop, et non le moindre, un cratère avec un lac d'un vert irréel à l'intérieur. Et là, on est juste borderline. Il est presque 6 heures. Il a fallu se dépêcher. On court depuis tantôt parce qu'on essaye de s'enfuir de la pluie. Puis en même temps, on voulait absolument venir ici aujourd'hui parce que demain, on va avoir une extrêmement grosse dernière journée. Et c'est un peu au milieu de nulle part ici. C'est pas sur notre itinéraire de demain. Puis, on a encore de la belle couleur et ça, c'est très cool. Le vert ressort, le bleu turquoise, le bleu azur. Là, je suis excité parce qu'on s'est mis de la toune intense en s'en venant. On s'est motivé d'aplomb parce qu'on n'était vraiment pas supposé de se rendre jusqu'ici. Le champ géothermique de Geyser est quand même très cool à découvrir. Il y a de la fumée qui sort de partout. Il y a de l'eau qui bout. Il y a des couleurs de toute beauté. Puis le clou du spectacle, il y a un geyser débile qui projette de l'eau vers le ciel d'une manière très impressionnante. Vous comprendrez donc que Geyser est très certainement un des sites naturels les plus connus de toute l'Islande. Son nom provient du Grand Geyser, l'un des geysers les plus puissants au monde.
et qui a même donné son nom au mont Geyser, qui signifie « jaillit ». Ouais, c'est ici que ça se passe. Vous voyez? Celui-là, direct là. Il est facilement et rapidement accessible depuis Reykjavik. Et sérieusement, ça vaut le déplacement. Question de mieux comprendre ce qui se passe ici, il faut savoir que les geysers sont des phénomènes naturels extrêmement fragiles et sensibles aux tremblements de terre. Et leur activité varie en fonction de l'impact de ceux-ci sur leur structure souterraine. Une nouvelle expérience. On est rendu dans une grotte de lave. Ça fait quoi, 20-30 minutes qu'on avance? C'est une grotte qui est longue de plus de 1300 mètres. Nous, on la fait pas tout au complet, là. Mais la couleur, les lumières, c'est juste débile. Puis c'est pas la lumière qui amène la couleur. C'est les roches oxydées, le sulfure qui amène du rouge, du jaune, du orange, un peu de blanc quand il y a des bactéries. Et là, on se fait un peu... l'eau nous coule dessus, là. Mais c'est pas grave. On est habitué à se faire arroser aujourd'hui, je vous dirais. Rofarol Shelley. On l'appelle la reine des grottes. La longueur de son tunnel est estimée à 1360 mètres. Et ce serait le plus long tunnel de lave de toute l'Islande. Et pour comprendre comment s'est créé ce magnifique spectacle tout en couleurs, il faut savoir que ces beaux phénomènes naturels ont été créés par une coulée volcanique qui s'est refroidie et solidifiée, mais dont le cœur est resté fluide, parce que le magma a continué de couler dans les tunnels souterrains. Lorsque la coulée cesse d'être alimentée par l'éruption, elle se vide et laisse une cavité en forme de galerie, comme ce que vous voyez autour de nous en ce moment. Bref, c'est un petit bijou sculpté par la main de la nature, et c'est vraiment de toute beauté. Et on vient de fermer les lumières pour voir ce que ça donnait. Pitch black, noir total. On voit même pas notre main en face de nous. Et on dit même que si on reste 2-3 mois comme ça, le cerveau va arrêter la vue parce qu'il va se rendre compte que ça sert plus à rien. Une autre aventure. Ça finit bien le trip comme ça. Très bien même. On s'approche de la chute la plus spectaculaire de tout le pays, Gullfoss, la chute d'or, la plus belle de toutes. Et on en a tellement vu des belles que je me dis, si elle est encore plus haute que les autres, elle doit être vraiment haute. Enfin, il pleut plus, un peu de répit, et on peut finalement contempler de manière agréable cette chute sans avoir la tête dans nos manteaux en se camouflant partout. C'est plus le fun.
c'est difficile à croire, mais c'est déjà notre dernière journée. Une dernière journée dans cette terre de glace. Une dernière journée d'un trip complètement fou. Sinon, on longe la côte sud-ouest de l'Islande en direction de l'aéroport et on contemple pour une dernière fois les magnifiques paysages qui s'offrent à nous. La source chaude de Gunnuvær, entre autres, où des fuméroles jaillissent des entrailles de la terre dans un vacarme de soufflement. On s'apprête à laisser derrière nous des souvenirs incomparables. Des souvenirs inoubliables qui vont toujours rester dans notre tête. Des bons moments entre amis et toute une aventure à raconter. Disons que c'était un voyage parfait sur toute la ligne.